Bonjour, donc ce dernier cours, je voudrais reprendre certains des thèmes qu'on a touchés pour donner un sens unitaire à l'effort que je suis en train de faire d'interface de l'incomplétude. Voilà les trois grands bonhommes qui ont, disons, donné le rythme de cette série d'exposés. Vous les reconnaissez sûrement. Et reprenons justement une remarque que j'ai déjà rappelée et même citée avec assez de détails de Poincaré pour y réfléchir 120 ans après. Je vous rappelle la profondeur de l'analyse de Poincaré qu'en donnant un sens physique au problème de la solution, à l'absence de solution analytique dans le système d'équations, apporte une vraie révolution par son résultat négatif. Et la finesse par laquelle il imagine, sans le dessiner, cette situation de chaos déterministe et de sa complexité, il dit que les trajectoires, plus exactement les variétés stables-instables, dans l'espace de phase, donc ce ne sont pas les trajectoires dans l'espace-temps, il faut considérer position-impulsion. Ils forment une sorte de treillis, des tissus, des réseaux à mailles infiniment serrés. Chacune de ces courbes ne doit jamais se recouper en elle-même, mais elle doit se replier en elle-même d'une manière très complexe pour venir couper une infinité de fois toutes les mailles du réseau. On sera frappé par la complexité de cette figure que je ne cherche même pas à tracer. Rien n'est plus propre à donner une idée de la complication du problème des trois corps, en général tous les problèmes de la dynamique où il n'y a pas d'intégrale uniforme. Et ce qui lui fera dire plus tard, il peut arriver que des très petites différences dans les conditions initiales en engendrent de très grandes dans les phénomènes finaux. La prédiction devient impossible. On a des phénomènes fortuits. Ce sont la présence de ces points homoclines, d'intersection entre trajectoires aux variétés stables-instables, des bifurcations, etc., qui rendent la prédiction impossible. La mesure, évidemment, du phénomène physique derrière cela, et donc l'imprédictibilité est une question entre systèmes d'équations qui détermine, ou on pense détermine le système physique et le processus physique lui-même. Il y a un très bel article de James Lighthill qui, en 86, 100 ans après, était président de l'association de mécanique rationnelle. Et un titre formidable, puisqu'il dit « The recently recognized failure of predictability in Newtonian dynamics, recently ». Et qu'est-ce qu'il dit? Il présente des excuses, très formellement. Maintenant, je dois m'arrêter et je dois parler au nom de la communauté globale de ceux qui pratiquent la mécanique. Nous sommes tout à fait conscients, profondément conscients aujourd'hui, que l'enthousiasme de ceux qui portaient les résultats extraordinaires de la mécanique newtonienne les a amenés à des généralisations dans le domaine de la prédictibilité qui, en effet, nous tendions à croire vrai avant 1960 et qui maintenant nous reconnaissons être fausses. Nous voulons nous excuser collectivement pour avoir fourvoyé les publics cultivés en répandant des idées sur le déterminisme des systèmes qui satisfont les lois de Newton et du mouvement qui, après 1960, sont démontrés incorrects. Je vous rappelle ce qu'avait dit Poincaré sur la prédiction des métiers possibles dans ces systèmes déterministes. Il y a des phénomènes fortuits, etc., etc. On est à ce point-là. Il faut dire que c'est un très bel article. Il y a une analyse très fine de l'imprédictibilité du double pendule, d'un pendule forcé. C'est de là que j'ai pris mes idées. Globalement, est un exposé très long, très clair sur le chaos déterministe, mais on reste épaté à lire ces remarques-là. Et pourquoi après 60? Il fait référence essentiellement à Lorentz, donc c'est la fin des années 50. Mais il saute tout à fait, pas seulement Poincaré. Non, Poincaré est mentionné comme l'auteur d'une erreur. Ce qui est vrai, puisqu'au début, Poincaré croyait avoir trouvé une solution de son système. Puis, en réfléchissant sur son erreur qui lui est montrée par un rapporteur, arrive à ces résultats négatifs dont on a longuement parlé. Mais c'est épatant comme, en plus, il y a ce cadre de mécanique newtonienne, laquelle même la réflexion, qui du point de vue de la clarté du propos et du projet, on trouve surtout c'est la place.
Il faut dire que, comme je disais même l'autre jour, il y a 60 ans, 70 ans de très peu de travail. Mais quand même, il y a eu les travaux d'Adamar sur les flots géodésiques, sur les surfaces courbures négatives. Il y a eu Pontryagin, Birkhoff, Kolmogorov. Et en 1953, sa première forme du théorème Kolmogorov-Arnold-Morser. Et puis, Roelle, c'est les années 70. Et ben voilà, en 86, on arrive à s'excuser. Il faut dire qu'il y avait déjà tout en bas cette heure de géométrie des systèmes dynamiques et la communauté de la mécanique réactionnelle peut-être était un peu exclue, était un peu à côté. Et malheureusement, on m'enseignait cela dans l'université, à moi aussi, hein, en tant qu'étudiant, malheureusement avant 86, avant ces excuses soient présentées. Donc, c'est là pour souligner la difficulté à que ces idées sur l'imprédictibilité déterministe pénètrent réellement. Mais encore aujourd'hui, on trouve des gens qui passent directement d'un déterminisme qui est nécessairement prédictible à l'indéterminisme. Et dès qu'il est aléatoire, même classique, parlent immédiatement d'une situation de déterminisme, ce qui n'est pas le cas. Et par cette contraposition, on arrive évidemment de tout ce qui est déterministe, donc classique et programmable, puisque quand on est dans le déterminisme prédictible, en général, c'est programmable, les choses sont grosso modo équivalentes. Je reviens encore sur ce que j'avais déjà mentionné. Dans la vision laplacienne, la détermination donc implique la prédictibilité, et ce que James Lighthill dit, c'était l'erreur que nous avons fait jusqu'à 1960. Et la détermination est tout à fait différente de l'aléatoire. Il y a un différent 2 qui, bon, c'est le passage de Macintosh à Linux qui va affaiblir les 6 différents 2. Je vous disais qu'on retrouve cette vision, du reste, on comprend, si même Lighthill y arrive plus tard, entièrement dans une approche de la biologie moléculaire qui était tout à fait dominante, et dans lequel cette nécessité étant un déterminisme donc prédictible est un programme. Chaque œuf contient donc dans les chromosomes reçus de ses parents tout son propre avenir, les étapes de son développement, la forme, les propriétés de l'être qui en émergera. L'organisme devient ainsi la réalisation d'un programme prescrit par l'hérédité. Encore une fois, il s'agit, à mon avis, d'une hypothèse de complétude. Dans cette écriture discrète des bases de l'ADN, il y a la description complète, dans un sens bien précis, de toutes les cascades moléculaires qui en suivent, jusqu'en fait au phénotype. Nous avons vu que cette corrélation entre détermination prédictible et programme est une forme de contraposition du théorème dont on a parlé, où nous avons corrélé l'indécidabilité à l'indéterminisme prédictible. Donc la négation donne la corrélation entre déterminisme prédictible et programme. J'avais déjà mentionné ce point-là, j'y reviens. Les aspects qui ont vraiment donné ce cadre d'une détermination programmable, centrée sur le digital, sur le discret, et sont l'hypothèse, un gène, une protéine, c'est le début des années 40 en fait, et qui est cru jusqu'à la fin des années 80, au début des années 90. Et ce qui est incroyable, c'est que Perutz, dans cet article de 87, qui est un hommage à Schrödinger, et où il, effectivement, reproche plein de choses à Schrödinger, en particulier sa critique de la méthode différentielle, qui est donnée en quelques lignes, mais où Schrödinger, comme je vous disais tout à l'heure, n'est pas satisfait. Au moins, il dit, tout ce que nous voyons, ce sont des différences. Et Perutz lui dit, il paraît que Schrödinger n'a pas entendu en 1944, n'a pas entendu cette hypothèse, cette thèse, un gène, une enzyme, qui était obtenue par méthode différentielle. Encore une fois, le travail de bas de l'état est absolument extraordinaire. Le temps expérimental, à une époque, évidemment, pénétrer les chromosomes sans connaître encore vraiment la structure chimique de ces mêmes chromosomes, c'est des vraies percées empiriques. Mais le cas théorique est largement suffisant. Et c'est cette insatisfaction qui fait proposer à Schrödinger une tentative théorique avec les limites qu'on a vues, et quand même, une tentative très originale. Et puis, évidemment, ça continue avec le dogme central, où cette information unidirectivelle et linéaire permet la prédictibilité, le cadre de programmation, etc. Mais ceci, je vous disais, jusqu'à environ 2000, 2001, puisque je vais en parler aujourd'hui un peu, il y a eu un changement radical du point de vue empirique dans le regard de ces phénomènes grâce à des idées que je vais à peine mentionner, la méthylation, l'épissage alternatif et autres composantes du rôle en particulier de l'aléatoire
dans la stéréospécificité, dans des phénomènes au niveau moléculaire. Le dogme central, je vous rappelle donc cette idée d'une cascade avec quelques rétractions rares et spéciales. Je vous avais déjà présenté cette flèche qui est la conséquence réelle, donc cette programmation qui démarre de l'activité de l'ADN dans la molécule et arrive jusqu'au phénotype tout entier au cours de l'embryogenèse, voire l'ontogénèse, donc la formation de l'individu dans sa globalité. C'est dans ce cadre qu'on peut comprendre les théories de Dawkins, pour lequel les gènes dirigent, justement par cette cascade, dirigent toute la formation de l'individu, et pas seulement l'embryogenèse, mais en fait aussi la phylogénèse, donc l'évolution. Je dirais que ce cadre centré sur le dogme central est possible pour Dawkins, justement, en donnant cette priorité ontologique et complétude descriptive aux analyses concernant l'ADN et les cascades moléculaires qui en suivent. Vous voyez, je dirais qu'il y a quelque chose en commun, à part l'hypothèse de complétude qui est bien explicitée par Laplace, quand il dit on doit pouvoir déduire complètement tous les faits astronomiques, ou Hilbert qui parle explicitement de complétude des théories formelles. Ici, c'est pas le mot qu'on dit, mais évidemment, c'est l'idée centrale. L'analyse à partir de l'ADN doit décrire complètement. Il y a derrière quelque chose que je dirais le mythe de l'alphabet, puisqu'il s'agit dans le cas de Laplace de l'écriture équationnelle, et dans le cas d'Hilbert, c'est tout à fait clair. Ce sont les signes alphanumériques, en fait, les signes alphabétiques ou numériques, nous savons depuis Gödel de l'équivalence, grâce au fait du codage possible. Ce sont ces signes des théories formelles gérées de façon potentiellement mécanisable, donc sans référence à la signification, qui permettent de concevoir la complétude hilbertienne et qui sont reportés maintenant dans ce cadre qui est celui de la détermination biologique. Ce sont les 4 lettres de base dans lesquelles est écrit le livre de la vie. Une phrase que vous avez entendue plusieurs fois. C'est l'alphabet de 4 lettres qui permet d'écrire totalement le destin de l'individu, l'évolution des espèces. Et mythe alphabétique, puisqu'il y a un rôle central de la lettre sans signification, comme manipulé dans le potentiellement mécanisable d'Hilbert, comme manipulé par le programme de la vie qui s'applique à ce livre écrit dans les 4 lettres de la base. Ça fait partie d'une culture très importante qui est la nôtre, l'écriture alphabétique qui, avec Démocrite, nous a apporté énormément. C'est une culture richissime, celle qui nous a donné l'alphabet. C'est un cadre d'intelligibilité du monde qui a marqué notre civilisation. Il nous a permis de construire des machines formidables, puisque les machines sont composées bottom-up, par des composantes élémentaires et simples, on les ensemble, on fait des choses très complexes. Toutes les machines sont comme ça. Et c'est très important. Évidemment, je disais l'autre jour, ça coince quand l'élémentaire est complexe. Dans le cas de la physique quantique, dans le cas de l'ADN, puisque la physique quantique ne nous donne sûrement pas un message d'un discret élémentaire et simple, puisque justement cet élémentaire est complexe, puisque l'espace-temps sous-jacent ne sont sûrement pas du discret, puisque le traitement global, c'est ni discret ni continu. C'est chose de très complexe qu'on gère de façon partielle avec le continu de l'équation Schrödinger, les discrets de l'action, donc de H de Planck, qui n'est pas un discret de l'espace-temps. On peut faire des petites boîtes, évidemment, en prenant le temps et l'espace de Planck, dérivé donc de la maximalité de la vitesse de la lumière du H de Planck. Mais le monde en physique quantique n'est pas départagé dans ces petites boîtes, au moins puisqu'il y a ces phénomènes d'intrication qui ne permettent pas de les séparer par l'activité des mesures dont on a parlé. Donc nous avons hérité cette formidable culture alphabétique qui nous fait concevoir la complétude de tout alphabet adapté à la théorie, comme l'alphabet, depuis l'alphabet grec avec toutes les voyelles, est relativement complet par rapport à la langue. Disons, on dit presque tout. Attention, presque tout, pas tout, puisque le langage est accompagné de la référence au geste, de l'activité humaine, de la signification, sans quoi il n'aurait pas son efficacité. Bon, mais revenons à la physique. Pourquoi
ces idées-là ne sont pas bonnes, même pas du point de vue physique. Quoique parfois, quand on se réclame au molécularisme complet, on se sent très physicaliste. Eh bien, puisque la physique avait fait justement des tournants importants, j'ai insisté maintenant, même trop longtemps sur ce qui s'est passé après Poincaré, mais je vous rappelle, qu'est-ce qu'il y a au cœur de cela? Certainement une sortie radicale dès qu'il y a plusieurs plusieurs agents ou plusieurs forces interagissant, de toute l'idée d'une linéarité, unidirectionnalité des effets causaux. Hein. Il y a deux choses qui émergent, par exemple, par les notions de bifurcation. Il y a d'un côté l'irréversibilité, que vous voyez ici à gauche, c'est-à-dire vous avez un phénomène qui peut dépendre de l'interaction de plusieurs phénomènes, et vous ne pouvez pas remonter en arrière un seul, même si l'origine est un seul phénomène. Ça, c'est un dessin évocateur. Je ne suis pas en train évocateur d'une évolution, mais je ne peux pas toucher à ce... et l'imprédictibilité qui est due... Bon, je ne peux pas bouger le curseur. Qui est due aux bifurcations dans le sens du temps. Cela a donc existé depuis Poincaré, disons, même si, comme je disais, pas beaucoup de monde avait vraiment pénétré, comme vous avez vu aussi grâce aux excuses de James Lighthill, avait pénétré la richesse de cette vision de dynamique. Mais même la relativité n'a sûrement pas cette attitude, disons, on n'a pas besoin de dynamique chaotique en relativité, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais toutefois, il y a une vision de la causalité qui est riche d'un cadre d'interaction, puisque la structure de l'espace-temps étant corrélée à la distribution de l'énergie à impulsion, donne cette vision de la détermination de la causalité qui est extrêmement riche. Hein. Ce qui est dit dans la relativité, je le synthétise, c'est le fait que si on redessine, reshaping, si on reforme ces treillis des interactions, on modifie les interactions elles-mêmes, mais si on intervient sur les interactions, on modifie ce treillis qui est la structure de l'espace-temps. Donc tout ça, les deux grandes filières de la physique nées fin du 19e siècle, début du 20e, vont vraiment contre ces visions de boules qui se touchent et font des cascades de quelque façon du genre en gènes et protéines et les dogmes centrales. Donc pour ça, je me permets de dire que ces idées-là étaient théoriquement erronées déjà quand elles ont été proposées, elles étaient pour raison de physique. Hein, puisque l'extension de quelques observations différentielles en plus dans des cadres des bactéries à une situation quasi-chaotique telle que le cytoplasme d'une cellule eucaryote est un abus grave du point de vue théorique, avant même d'être falsifié par les expériences de 2000, 2001 que je disais tout à l'heure. Bon, certains disent maintenant, bon d'accord, on sait qu'en biologie, il y a toujours des exceptions. J'avais déjà dit que justement, en biologie, il faut toujours concevoir une idée et s'en opposer pour saisir le cadre. C'est tout à fait vrai que chez certaines bactéries, on voit effectivement quelque chose de tout à fait similaire au dogme central et se mettre en place. Quelques expériences de ce genre avaient été la raison de proposer ce cadre. Mais alors, il fallait le formuler différemment, disons. Il est presque toujours faux, avec quelques exceptions, et c'est là justement seulement grâce sur des bases physiques, de la physique qui existait déjà. Je vais maintenant vous dire quelque chose de ce qui s'est produit par ces tournants que j'attribue grosso modo aux années 2000, mais peut-être aussi des précédents. Certainement, les débats étaient vivants assez longtemps avant qu'on arrive à ces nouvelles notions. C'est quoi l'alternative splicing? C'est le fait que ce n'est pas le cas qu'un segment d'ADN avec un début et un fin soit de façon unique associé à une protéine ou une enzyme, puisque même les répliments donnent des utilisations du même segment d'ADN de façon très différente. Là, il y a des cas où, selon le parti qui sont utilisés, on produit des protéines différentes. Et donc, un même segment peut engendrer des protéines différentes. En plus, les répliments mettent en contact ou font approcher des parties lointaines de l'ADN qui produisent donc des structures primaires de protéines qui sont différentes et qui vont se replier de façon très différente. Mais ceci arrive même au niveau de l'ARN qui transporte
la structure de l'ADN jusqu'aux protéines. Et l'ARN lui-même peut se replier dans différentes formes, peut porter en contact des parties éloignées qui engendrent des structures primaires, encore une fois, différentes des protéines. Donc il y a une activité largement statistique, dans la stéréospécificité aussi, qui n'a rien à voir avec la vision originaire qui était proposée. En fait, il y a ce qui est dit aujourd'hui en polymorphisme et en pléiotropie massive. Et on se trouve dans la situation où un gène, si on entend par gène un segment d'ADN, peut donner plusieurs protéines, et même qu'une protéine peut dériver de plusieurs fragments d'ADN. On est loin donc de ces cadres de correspondance qui a trop longtemps dominé la cadre théorique et l'analyse expérimentale. Qu'est-ce qui donc a changé? Enfin, il y a de la dynamique. Il y a de la dynamique simplement pour des raisons physiques. Des interactions dynamiques entre les molécules, entre les cellules, des effets de l'aléatoire massif. Largement, la stéréospécificité est de type statistique. Donc, dans les deux cas, dans les phénomènes largement irréversibles et largement imprédictibles, qui statistiquement se moyennent, presque toujours, pas toujours, mais justement, c'est une composante de la variabilité, le fait que parfois, il y a d'autres parcours qui sont entrepris. Et des formes de rétraction des protéines sur l'ADN à travers différentes activités, y compris la méthylation, que je ne vais pas mentionner ici. Il y a ces frémissements et ces changements importants, résumés par exemple par cette phrase. Ce n'est pas le génome statistique, mais plutôt tous les protéomes qui déterminent le phénotype de l'organisme, la dynamique du protéome. Vous voyez que cette notion d'origine de gènes comme ceux qui engendrent se déplacent de l'ADN à une dynamique, à un processus qui implique toute la structure qui va évidemment de l'ADN, qui est de loin la structure chimique, de loin la plus importante d'une cellule, à tout ce qui suit dans les cascades relatives. Le problème, comme je le disais l'autre jour, c'est que la structure même de la cellule, les rétractions de l'organisme par des effets de régulation contribuent causalement à cette dynamique où maintenant il faut trouver le gène en tant que ce qui engendre. Ok, je vais passer maintenant à des propositions alternatives où vous verrez encore une fois pousser les noms de Schrödinger. Alternative dans le sens qu'on analyse les niveaux globaux, comme va dire Schrödinger, c'est-à-dire on va analyser la structure de l'organisme par un regard éloigné. Évidemment, il s'agit de, non pas compléter, mais d'enrichir par un autre regard les analyses du vivant. Il y en a eu énormément, évidemment. Ça, c'est une petite proposition à la Schrödinger, comme vous verrez. Et le problème, comme en physique, sera celui de l'unification. Comme disent les physiciens, justement, quand il se trouve des champs différents, champ quantique et champ relativiste, ils ne pensent pas à la réduction, mais à l'unification. Il y a des cas théoriques différents qui fassent des phénoménalités différentes. On sait bien que chacun est incomplet puisqu'au moins la relativité n'arrive pas à dire des choses sur la microphysique et la physique quantique n'arrive pas à dire des choses de façon complète sur les champs relativistes. Donc, revenons à Schrödinger, mais à la deuxième partie du bouquin, de What is Life, qui effectivement, je ne crois pas qu'il y ait eu de grandes conséquences, tandis que la première a été développée par cette théorie de l'information, du codage, jusqu'à la théorie du programme, qui est quelque chose en plus, ce qu'il disait Schrödinger. Et dans la deuxième partie, il change vraiment de regard. Encore une fois, ça me ressemble un peu à Turing, qui s'est changé totalement de regard quand il passe à la morphogénèse. Il a ce regard des dynamiques continues qui est vraiment, je dirais pas l'opposé, mais une autre direction par rapport à la machine à état discret qui lui-même il avait inventée. Et donc il dit, il est possible de voir, de regarder la signification du principe d'entropie à échelle globale d'un organisme vivant. Tout en oubliant, pour le moment, tout ce que nous connaissons sur les chromosomes. Donc la première partie était dédiée à cette idée de réfléchir un peu à la physique quantique, sur le moléculaire, mais surtout de lancer cette idée du code script.
du codage de l'information dans les chromosomes. Et il propose aussi une idée qui est nouvelle, quoique seulement partiellement satisfaisante, celle de l'ordre à partir de l'ordre. Mais tout cela est très inspirant. Il fait de nombreuses remarques, dont une en particulier inspire les travaux que je vais vous juste esquisser maintenant. Il propose de regarder la formation de l'entropie et aussi de l'entropie négative, hein, le signe opposé. Vous vous souvenez, j'avais déjà mentionné ces mots en parlant de la vision de Brillouin du cadre à la chaîne de l'information. Brillouin, l'information, l'entropie avec signe contraire, les signes contraires, l'entropie négative. Mais il veut la regarder du point de vue très physique comme partie de l'énergie disponible à faire du travail, qui s'appelle l'énergie libre de Gibbs, hein, qui est définie en termes, je ne peux pas entrer dans les détails, d'énergie interne, et puis il y a le produit de la pression par le volume, et il y a aussi l'entropie S qui est là. Donc, il propose quelque chose de très différent, puisque cela n'a absolument rien à voir avec l'information à la chaîne, qui va naître 4 ou 5 ans plus tard. Hein. Donc, c'est vraiment pas la même filière. Sa notion d'entropie négative est entièrement physique, n'est pas corrélée à ce qu'il avait dit auparavant avec le code script, qui serait plutôt à voir en termes d'information, même si c'est pas le langage qu'il utilise, ça n'existe pas encore. Et cette approche physique à la négentropie est relative au fait qu'il y a de l'ordre, hein, qui se met en place. En fait, ce qui l'intéresse, c'est de dire de l'ordre qui se maintient. Schrödinger ne réfléchit pas tellement à la mise en place de l'ordre, c'est pas que c'est un point crucial, l'embryogenèse, il y a un ordre grandissant, la différenciation cellulaire dans des tissus, c'est comme une augmentation de l'organisation qui a lieu localement, donc une inversion de l'entropie. Il s'occupe dans le texte de voir comment on puisse maintenir l'ordre. Hein. Il veut utiliser cette idée d'une énergie disponible que nous allons transférer dans la notion d'une potentiel de variabilité, qui en tant qu'organisation, comme potentiel d'une organisation qui puisse mettre en place. Alors, ce que je vais faire, c'est, en prenant cette idée de Schrödinger, introduire une notion différente de la négentropie, une notion d'anti-entropie, un autre observable, et proposer d'autres principes, ou une extension des principes qui existent. Toujours avec cette attitude de faire une extension d'une théorie physique pour rendre compte de certains phénomènes du vivant. J'ai besoin d'un concept nouveau en cela, ce que j'ai développé avec Francis Bailly, un physicien en particulier qui a pas mal travaillé en thermodynamique, Ce concept est différent de l'entropie négative puisque c'est un autre observable. Hein. C'est plutôt l'organisation biologique que je vais essayer de spécifier. Par exemple, penser à la formation des organes, des tissus différents dans un organisme. Qui va remplacer l'énergie comme observable central, une idée que j'ai déjà mentionnée. Ça sera là une autre raison de la réversibilité du temps biologique. En physique, le temps est réversible dans de nombreux cadres théoriques. Dans certains, comme la mécanique rationnelle classique, il est tout à fait réversible, mais disons en thermodynamique, en physique quantique au moment de la mesure, etc., le temps est irréversible. Mais en biologie, il est irréversible aussi pour la mise en place de l'organisation, qui s'ajoute au processus de l'entropie. Et pourquoi l'appeler anti-entropie? Puisque ça vient d'une suggestion, encore une fois, de la physique quantique. Hein. La physique quantique, dans ce que je vais dire, sera très suggestive, dans le sens que elle va proposer des cadres auxquels s'inspirer. Il ne s'agit pas d'une réduction à la physique quantique, encore une fois, pas du tout. Il s'agit d'inspirer d'une méthode, plutôt, d'une méthode.
Et voilà, donc l'inspiration vient de la notion d'antimatière, un élément très original de la physique quantique, hein, parmi les autres. Vous voyez, c'est quoi l'idée de l'antimatière? Bon, il y avait l'équation de Dirac, dont une solution, la solution positive, l'électron. Il y a la solution négative, ben, au début, comme souvent ça arrive en physique, on écarte une solution de laquelle on pense, et pas en sens physique. Puis, tout à coup, il y a des expériences, un électron disparaît en produisant le double du rayonnement gamma, comme énergie, le double d'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? Idée très audacieuse sur laquelle vont pas mal travailler Sakharov et Feynman. Eh bien, la solution positive de l'équation de Dirac, l'électron, a rencontré la solution négative, hein, c'est-à-dire l'antimatière. Et né ces concepts très original, ce sera le positron qui est le contraire de l'antiélectron, qui a la charge avec signe opposé, hein, l'énergie négative, l'antiproton, et aussi avec signe énergie opposé par rapport au proton. Vous voyez, donc, il ne s'agit pas simplement d'un autre état d'électron du proton, mais d'un quanton différent. Et c'est ça la différence et dont j'aurais besoin en parlant d'anti-entropie. C'est l'organisation du vivant. La négentropie, si par exemple vous prenez une certaine quantité d'entropie et la même avec signe opposé des négentropie, vous la sommez, vous avez zéro. Hein. C'est ça l'idée centrale de la négentropie. Quand on passe de l'entropie positive à la négative, on passe par le zéro. C'est pas ça dans le cas de l'antimatière. La somme d'une certaine quantité de matière et d'une égale quantité d'antimatière ne donne pas zéro, comme je disais tout à l'heure, donne le double d'énergie. Hein. Donc c'est un peu ça l'idée. L'entropie produite certainement dans toute activité du vivant, l'entropie, quand elle se somme, elle donne comme résultat, se réalise dans un organisme vivant. Hein. Donc ça ne donne pas du tout zéro. Hein. C'est pour ça que nous avons pris les concepts venant de la physique quantique, mais sûrement pas pour réduire à cela, ni transférer tel quel les équations et les objets, mais l'inspiration, l'audace conceptuelle qui est propre à ces inventions de la physique quantique. Je vais mentionner rapidement une application à l'analyse de l'évolution sur la base d'une réflexion de Gould. Vous savez peut-être Stephen Jay Gould, un grand bonhomme de l'évolution et de sa vulgarisation au plus haut niveau, hein, un grand ennemi du Dawkins, celui que je mentionnais tout à l'heure, de tout génétique, avec des bagarres furieuses. Hein, mais Dawkins, encore une fois, a été tout interne à ce paradigme du dogme central, hein, donc, auquel Gould s'oppose radicalement. Et Gould n'aime pas du tout, évidemment, la vision anthropocentrique qu'il y a un progrès, l'évolution qui tend à produire l'homme. En plus, il a fait des batailles féroces aux États-Unis dans ses dernières années de vie contre les créationnistes. Il paraît même que dans une de ces batailles, puisqu'il était quelqu'un de très fougueux, il est arrivé des insultes, il y a eu des bagarres, des suites légales, il a eu des vrais problèmes, même avec la justice, dans cette bataille contre les créationnistes, qu'il a beaucoup affecté, malheureusement, puisque c'était un personnage scientifique remarquable. Donc, il ne veut pas ça. Toutefois, comment voir que quand même il y a quelque chose qui se passe, puisque des batteries, quand on passe des batteries à la cellule eucaryote, qui a un noyau avec sa propre membrane, où il y aura les mitochondries, qui sont d'autres objets vivants qui se sont installés dans la cellule, cellule eucaryote, tout le monde est d'accord à dire qu'elle est plus compliquée qu'une bactérie, plus complexe. Et de même, quand il y a un multicellulaire, c'est plus complexe. Donc, il faut se rendre compte comment traiter cette histoire de la complexité sans avoir la vision anthropocentrique. Tout vise à devenir de plus en plus complexe jusqu'à l'homme. Il ne veut pas ça. Mais il dit, bon, quand même, il y a quelque chose qui se passe au cours de l'évolution. De quelle complexité parler? Complexité évolutive? Ben, bon Dieu, comment comparer du point de vue de complexité ces trois grands royaumes que vous voyez là, donc les bactéries, les archées, les eucaryotes? Nous sommes dans ce cadre une toute petite branche, et là-dedans, il faut nous retrouver, avec les animaux. Donc, c'est l'énorme branchement de la vie où les bactéries, les archéas ont un rôle énorme que l'on va voir. Disons qu'une représentation meilleure serait celle-là, pour éviter toute hiérarchie.
Il faut pas avoir une hiérarchie. Là, il y a un éparpillement, et à nouveau, les animaux sont une toute petite branche, je crois, c'est là, les mammifères encore moins, nous, on est un petit point dans ce cadre global de l'évolution qui va dans toutes les directions. Alors, comment dire que quelqu'un qui est là est plus complexe du type qui est là-bas? C'est pas évident, hein. Est-ce qu'on peut le dire, vraiment, hein? Toutefois, il y a quelque chose qui croît, hein, où certains êtres vivants se stabilisent, gardent un certain niveau de complexité, tandis que d'autres branchements se complexifient. Mais dans quel sens? Et voilà, Gould, sur la base d'une évidence paléontologique qui spécifie partiellement dans un remarquable livre qui s'appelle Full House, je ne sais pas s'il était traduit en français, mais je crois, oui, sûrement, je ne sais pas le dire. Présente ces deux dessins. Donc, il y a la situation du précambrien, où les bactéries sont seules pratiquement, quoique des différentes complexités. Il y a des activités métaboliques qui quand même peuvent être classifiées comme un peu plus complexes dans certaines bactéries par rapport à d'autres. Et puis, la situation du présent. Et qu'est-ce qu'il met ici sur les X? Il met la complexité. Pas très bien défini, mais il y a quelque chose qui augmente, et sur la verticale, la biomasse. Et ceci correspond à la situation actuelle. On ne comprend pas bien qu'est-ce qu'ils sont à faire. Moi, j'ai pris ça du livre, et les dinosaures là-dedans. Justement, il y a un problème dans la gestion du temps, dans le traitement du livre, c'est que je vais traiter, par contre. Qu'est-ce qu'il y a donc? Il y a sur la verticale la biomasse, et sur l'horizontale, il y a la complexité. Donc, il y a la distribution de la biomasse sur la complexité. Il dérive ça, évidemment, d'une analyse de l'évolution. Il affirme, ce qu'on sait tout le monde, que les bactéries dominent depuis toujours. Encore aujourd'hui, les bactéries constituent entre les 50 et 60% de la biomasse, hein. Donc, si on pèse les bactéries sur Terre, elles sont majoritaires, nettement. Elle domine la vie dans tous les aspects. Dans une vision bactériocentrée, au lieu de nous centrer sur les hommes, on dirait que nous, on est là pour supporter mieux les bactéries. Et par exemple, vous venez ici, vous mettez ensemble, de façon qu'en respirant ensemble, vous faites circuler mieux les bactéries. Donc on peut renverser le finalisme et dire que tout est fait exprès pour faciliter la croissance et le bien-être des bactéries, y compris ce cours. Voilà. Gould commence à faire des très belles observations auxquelles il arrive petit à petit dans ce livre de réflexion sur l'aléatoire au cours de l'évolution. Justement, il ne veut pas qu'il y ait un biais a priori dans l'évolution, les biais, disons, au cœur du créationnisme, typiquement, ou de tout finalisme anthropocentrique. Et il dit, ce n'est pas le cas qu'il y ait une complexification vers l'homme. S'il y avait une complexification, il fait ce petit dessin très informel mais très expressif, vous voyez, on serait sur le côté droit, le bias increased, où bien qu'il y ait des ramifications aléatoires, si c'était biaisé a priori vers devenir plus complexe, les développements, quoique avec des branchements, se ferait orienter de quelque façon vers plus de complexité. Encore une fois, en horizontal, ici, il y a la complexité. En vertical, dans ce cas, il y a le temps. Okay? Et non, il dit, c'est plutôt une situation comme celle à gauche, une sorte de branchement asymétrique. Vous voyez, il y a une diffusion qui commence en bas, au temps 0, complexité minimale, hein, les bactéries, puis elles commencent à se complexifier, il commence à avoir un métabolisme, une membrane plus riche, etc. Puis il y aura les cellules eucaryotes, ainsi de suite, avec tous ces branchements évolutifs. En vertical, il y a le temps, maintenant. Mais il y a une borne à gauche, la complexité minimale. On ne peut pas être plus simple, c'est son principe, des bactéries. Hein. Donc, ces développements, tout étant de type aléatoire, ce sont des branchements aléatoires, rebondir à gauche est obligé à aller vers la droite, vers plus de complexité. Il y a évidemment des ramifications qui parfois donnent lieu à des simplifications, mais en moyenne, nécessairement, puisqu'il y a ces murs, comme il l'appelle, ces murs de gauche de la complexité, dans le temps, ça se déplace vers la droite. C'est une analyse à laquelle il arrive avec tout un tas de réflexions, ce qui peut être
la présence de ces murs à gauche, pardon, de complexité, et le rôle de l'aléatoire dans la diffusion. Voilà, et c'est ça qui produit ce... Est-ce que je suis en train de monter en arrière? Oui, pardon, excusez-moi. C'est ça qui produit son dessin. Mais quelle complexité? Là, c'est très délicat à dire, quelle complexité. On peut essayer de partager tout d'abord le type de complexité, puisqu'en même temps, Gould dit aussi, mais il y a une complexité objective qui rend une cellule eucaryote d'aujourd'hui, évoluée comme un éléphant, aussi complexe qu'un éléphant, puisque les activités métaboliques, la production de l'ATP, donc de l'énergie, les activités des mitochondries sont pareilles. Donc ces aspects cruciaux pour le vivant, au moins à partir de la cellule eucaryote, n'ont pas tellement changé pour tout ce qui est eucaryote, justement. Mais il faut ajouter un autre type de complexité, qui est celle qui est analysée dans Full House, ce que Francis Bailly et moi nous avons appelé complexité morphologique ou épistémique ou plutôt phénotypique, hein, qui grosso modo se doit baser au moins sur ces trois éléments. Ils ne sont pas les seuls, il y a mille autres choses à ajouter, mais disons ce sont trois axes de réflexion, ce qui pourrait être une quantification très qualitative de l'idée de Gould de complexification. Il y a un combinatoire cellulaire de différenciation dans des tissus différents, que l'on peut voir, hein, ça soit que des tissus sont différents, on peut les compter. On voit que ça augmente au cours de l'évolution. Des formes topologiques, des structures, par exemple, la connexité des organes, les structures fractales. Hein. Les poumons ont une dimension fractale 2.6, les systèmes vasculaires ont une dimension fractale qu'on peut calculer aussi. Par exemple, les poumons des mammifères ont cette dimension fractale. Les poumons d'une grenouille, c'est une espèce de poche, petit ballon qui se gonfle, à dimension donc 2, tandis que l'autre est 2.6. On peut dire que 2.6 est plus grand que 2. Hein. Donc, ce sont des mesures plus ou moins arbitraires, mais que l'on peut faire. Et puis les réseaux. Les réseaux neuronaux, les réseaux d'interaction cellulaire dans les tissus. Et là aussi, il y a une croissance au cours de l'évolution. Il y a des réseaux de plus en plus complexes. Mais évidemment, comme réseau, on ne peut pas se contenter seulement, ça c'est justement une première esquisse, puisque si vous prenez les activités d'une fourmilière ou des abeilles, le cerveau d'une fourmi est relativement modeste, mais collectivement, si on les prend en réseau, comme il faudrait le prendre, au point de vue au moins cognitif, eh bien, elles sont formidables. Donc, attention, réseau, là, il faut articuler. Mais encore une fois, ce sont trois éléments que je pense sont un peu au cœur d'une tentative, mais tout à fait incomplète par rapport à la liste qu'il faudrait faire des éléments d'une complexité d'un organisme et de ces réseaux même. Dans certains cas, il est tout à fait nécessaire de considérer un organisme un réseau avec sa niche écologique au moins. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je vous fais une comparaison pour insister sur la différence entre complexité objective et complexité phénotypique ou morphologique. Hein. Vous savez, c'est bien loin de moi dire qu'un organisme est comme une machine. J'ai déjà dit ça, je pense, avec assez de force. Mais l'analogie peut nous faire comprendre dans ce cas. Si vous prenez un transistor, d'il y a 60 ans, il a une complexité morphologique, disons même phénotypique, très grande. Il y a plein de tissus là, plein de matériaux très différents, des plastiques, du verre, métaux différents sont tout à fait essentiels à sa structure et à son fonctionnement. Donc il a une très grande complexité morphologique. Mais aujourd'hui, un chip qui fait la même chose, donc qui a la même, je dirais, complexité objective, la même fonctionnalité, peut faire la même chose. Vous faites ce qui a été fait dans là-haut, vous le faites dans un petit fragment d'un chip. Donc il a une complexité égale ou majeure avec une complexité objective, avec une complexité morphologique moindre. Hein. C'est un seul matériel en fait. Hein. Tout est conçu dans un seul matériel, donc il n'y a pas de différenciation tissiculaire, pour le dire avec la terminologie biologique. Il y a un seul tissu qui fait tout, du point de vue de la
fonctionnalité, donc la complexité objective sous-jacente de la fonction calculée. Il fait autant avec une complexité morphologique moindre, disons, vraiment minimale par rapport à la structure. Et on dirait que chez le vivant, c'est pas ça qui s'est passé. Le progrès technologique nous permet de réduire la complexité morphologique et c'est formidable, puisque évidemment, il y a un problème d'espace, de mémoire et tout. Chez le vivant, c'est pas ça qui s'est passé. Il y a une croissance partielle de la complexité objective et très forte de la complexité morphologique, dans certaines filières, pas partout. Donc voilà son dessin, encore une fois. Comment comprendre cette croissance largement aléatoire de la complexité? Totalement aléatoire, c'est ce que je vais dire. L'aléatoire au niveau seulement de mutation ne suffit pas. Puisque du point de vue, si maintenant on oublie l'analyse originale de Gould, et on reste à ce qui s'appelle la nouvelle synthèse, où tout est basé sur les mutations aléatoires, où la dérive phylogénétique est exclusivement due aux mutations aléatoires. Bon, a priori, vous avez autant de probabilités d'avoir comme descendant d'une espèce une espèce moins complexe, puisque les mutations aléatoires peuvent complexifier, simplifier. On sait bien que la théorie néo-darwinienne est de moins en moins acceptée, puisque justement elle est entièrement basée sur une vision de la complétude de la description moléculaire. Deuxièmement, on ne peut pas dire que l'évolution darwinienne en soi, sans les considérations que Gould fait et que je vais maintenant essayer de rendre un peu plus mathématiques, et la sélection de l'incompatible, donc l'évolution qui est sélection de l'incompatible, c'est pas la sélection du meilleur, c'est pas ça. C'est l'extinction, l'élimination de ce qui est incompatible avec un certain système. Pas toujours, très rarement, on peut dire ceci est mieux qu'une autre chose. Et a priori, il n'exclut pas quelque chose de plus simple. Tout d'abord, vous voyez que les batteries que de n'importe quelle raisonnable mesure sont l'objet vivant le plus simple, sont encore là et dominent du point de vue du poids de la biomasse le vivant, très nettement. Donc, ils n'ont pas été exclus par l'évolution, pas du tout. Elles sont tout à fait compatibles, elles sont parfaitement à l'aise, en changeant tout le temps, elles sont à l'aise. Ni l'effet qu'il y ait plus de probabilité de survie et de reproduction n'implique pas une plus grande complexité. Encore une fois, les batteries, le lézard, je vous disais, le lézard a un cerveau, système neuronal qui ne lui permet pas de courir et respirer en même temps, et quand même, il est là depuis peut-être une centaine de millions d'années, il se débrouille très bien. Encore une fois, l'idée centrale est cette diffusion avec une asymétrie originaire. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est d'essayer de reconstruire ce rôle de l'aléatoire dans une fonction de diffusion pour comprendre, du point de vue mathématique, cette courbe empirique que Gould a dessinée sur la base des données paléontologiques. Ceci, je vais le faire sur la base de quelques principes mathématiques, en spécifiant l'espace des observables, des paramètres, l'espace des phases opportuns, qui a été déjà inventé par Gould, mais il faut lui donner une assise plus rigoureuse, et surtout lui donner une dépendance de temps, ce que Gould ne sait pas faire, puisque justement c'est un texte d'exploration informelle, lumineux, mais évidemment limité dans son ambition. Et ça, on va le faire en écrivant une équation de diffusion inspirée par l'approche de Schrödinger. Et là-dedans, l'aléatoire sera essentiel, puisqu'il s'agira d'une équation de diffusion. Et tous les phénomènes de diffusion sont basés sur des marches aléatoires. Il y a derrière les phénomènes de diffusion des marches aléatoires. Alors, premier aspect, il faut se donner donc cette anti-entropie comme complexité morphologique. C'est l'opposé de l'entropie, mais un nouvel observable. Sa somme avec l'entropie d'égale quantité ne va pas donner zéro, pas du tout, va donner l'objet vivant, en effet.
Et je reprends la subdivision que j'avais faite. Cette complexité morphologique ou antientropie se départage dans une combinatoire cellulaire due à la différenciation tissulaire, l'augmentation des tissus, par exemple au cours du nombre de tissus au cours de l'embryogenèse, mais aussi au cours de l'évolution. La complexité phénotypique proprement dite, donc ces aspects topologiques, hein, le nombre de plis, de la structure fractale, les propriétés des connexités. Et puis cette complexité fonctionnelle qui seront les réseaux métaboliques, neuronaux, cellulaires, différents réseaux d'interaction. Je vais entièrement sauter un passage crucial technique dans cette analyse, qui est le fait que l'idée de considérer l'antientropie comme étant un nouvel observable, mais avec la dimension de l'entropie, nous a permis de les mettre dans des équations de bilan qui sont celles qui permettent de faire quelques idées que je mentionne maintenant. Mais je ne veux pas passer par l'analyse équationnelle, et vous la trouvez dans l'article sur l'antientropie qui est téléchargeable. Je vais juste vous donner ces grandes lignes, comment faire une analyse largement qualitative, mais mathématiquement précise de cette idée de la diffusion de la biomasse sur la complexité qui est propre à Gould. Qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans, Schrödinger? Ben voilà, tout d'abord, on imprète une idée. Nous allons voir une équation qui est une diffusion et qui est une dynamique, en fait. La grande idée, je vous l'avais déjà dit, de Schrödinger, c'est que la détermination en physique quantique est une dynamique et une loi de probabilité. Ce qui évolue n'est pas la position-impulsion d'un point, c'est une loi de probabilité. Et la mesure donnera des valeurs, cette loi de probabilité donne les probabilités de trouver certaines valeurs. C'est l'idée révolutionnaire au cœur. Ce que nous avons transféré, c'est maintenant cette idée à quelque chose que je ne pourrais pas entièrement préciser, mais vous comprenez un peu le sens. L'évolution, on peut l'avoir comme une dynamique, en considérant ces aspects de la biomasse et de la complexité, la dynamique d'un potentiel variabilité. Donc c'est un concept de quelque façon corrélé, puisqu'un potentiel des variabilités contient aussi évidemment tous les éléments aléatoires d'où va aller ce potentiel, dans quelle direction c'est spécifié. Mais évidemment, dans une équation qui sera l'analogue de Schrödinger, celle-ci c'est l'équation Schrödinger avec le h de Planck, le i du nombre complexe qui est essentiel à son écriture, et celle-ci sera une autre équation qui est sur le nombre réel évidemment, mais il faut se dire quel f, qu'est-ce qui va remplacer la fonction d'onde, la fonction d'état de la mécanique quantique, en quels espaces? Pour arriver à parler de f, encore une fois, Schrödinger. Pourquoi? Je l'avais déjà mentionné de façon schématique, je vais le reprendre ici et encore une fois un peu plus loin. L'autre grande idée de Schrödinger, c'est de considérer l'énergie en opérateur différentiel, et le temps en paramètre. Nous allons maintenant renverser cela en prenant le temps comme opérateur, mais sous la forme de production d'entropie. La production d'entropie, c'est vraiment ce qui mesure le temps, ce qui donne le temps dans les processus thermodynamiques, le temps avec son irréversibilité, toute la production d'entropie, y compris celle de ces processus irréversibles qui est la mise en place d'organisation, donc la mise en place d'anti-entropie. Et l'énergie, par contre, elle sera un paramètre. J'avais déjà mentionné cette idée. En biologie, l'énergie, évidemment, est essentielle, est importante, mais ça paraît comme paramètre à plusieurs endroits, en particulier dans celle qui s'appelle les équations de scaling ou allométriques, qui donnent des valeurs, par exemple le temps de vie, les cycles métaboliques, en fonction de l'énergie ou la masse, ce qui est la même chose. Donc, l'idée maintenant, c'est de regarder le dessin de Gould, très informel, et se dire qu'est-ce que c'est ce f à laquelle on va appliquer l'équation de diffusion. Eh bien, ça sera la densité de biomasse sur la complexité. Je crois avoir ici, non, je n'ai pas le dessin de Gould. Si vous voyez, voilà. Ici, vous voyez, il y a la biomasse. Merde. Il y a la biomasse. Je n'arrive pas. Sur l'horizontale, il y a cette complexité et la biomasse.
Et ici, la courbe elle-même est une fonction qui donne la densité de biomasse. Si on fait l'intégrale, ça sera la biomasse tout entière, par rapport à la complexité. Mais dans Gould, il n'y a pas une analyse du temps. On va construire par contre une dépendance par rapport au temps de façon explicite. Je crois que là, je vais être un peu rapide, je n'entre pas dans... Grosso modo, l'idée est qu'on peut considérer l'équation qui est à l'origine de l'hamiltonien, qui est à l'origine de l'analyse de Schrödinger, remplacée par une équation relative à la production globale d'entropie, où l'analogie qu'on va faire, ce sera d'avoir... Alors, vous voyez ici, il y a E qui est l'énergie qui va être remplacée dans l'équation 2 par la production d'entropie, et l'impulsion, P, sera remplacée par la biomasse. On aura une équation tout à fait similaire qui sera obtenue par la méthode opératorielle. C'est-à-dire, comme Schrödinger ici associe à l'énergie dans l'équation 1 l'opérateur différentiel de la 4e ligne, de la 5e ligne, à l'impulsion un autre opérateur différentiel, donc son équation qui est dérivée de l'énergie totale avec ses remplacements par rapport à la fonction d'onde. Nous allons faire le même sur cette équation, et je vous passe des détails. On fait la même chose sur cette équation, et on arrive à une équation de diffusion de la biomasse sur quoi? Sur, et c'est ça qui en a pris l'idée formidable de Gould, sur la complexité. Vous comprenez, normalement en diffusion en physique, se fait de quelque chose sur l'espace, ou d'un matériel dans un autre matériel, mais dans l'espace occupé dans ce matériel. Ici, c'est très abstrait. Il faut avoir cette idée que Gould, simplement puisqu'il fait une analyse des données empiriques qu'il a, et donc il met la complexité, quoiqu'il n'a pas une définition exacte, mais il y a une intuition vague, mais la complexité sur l'horizontale, et puis il met la biomasse, la densité de biomasse, et il met ces données ci et là. Mais c'est très audacieux, vous comprenez? C'est la diffusion de quoi? Comment la biomasse diffuse sur une complexité. Hein? C'est une diffusion un peu particulière, tout à fait nouvelle. Donc l'idée, c'était d'intégrer cette présentation informelle dans un cadre rigoureux, où on se prend carrément ces paramètres observables pour sérieux, on les traite mathématiquement. On se dit, voilà, j'ai ma équation de diffusion de la densité des biomasses sur quoi? Sur K, vous verrez. Ce qui est dans l'équation de Schrödinger, dans l'équation 3, si vous remplacez 3 par l'équation de Schrödinger, à la place de K, du grand K, il y a l'espace. Il y a l'espace, comme toute diffusion, ça se fait dans l'espace. Schrödinger, c'est l'espace d'Hilbert, c'est un espace très abstrait. Déjà là, c'est très abstrait. Mais c'est quand même un espace. Tandis qu'ici, on prend la complexité. Hein. C'est la biomasse qui est dans le temps, le premier terme de M dt, c'est la diffusion de la densité de biomasse dans le temps, sur quoi? Sur la complexité, c'est le deuxième terme à droite de l'égalité dans l'équation 3. Et il y a une solution de cela. Vous voyez, ça c'est le dessin sans image que j'ai repris encore une fois de Gould. C'est une diffusion toutefois asymétrique, puisqu'il y a une barrière à gauche. Et comme toute diffusion asymétrique, c'est ça l'idée centrale, comme toute diffusion asymétrique, l'asymétrie est propagée. Mais là, la physique nous dit que les diffusions asymétriques propagent par des phénomènes locaux. On n'a pas besoin d'un objectif d'enfin. Ce n'est pas qu'un gaz qui se trouve à un mur d'un côté et va diffuser, il a l'objectif d'aller quelque part. Les particules, par interaction locale, propagent la symétrie. Il y a un mur, il y a la diffusion qui se fait, et il y a les premières rebondissent sur le mur et transmettent par interaction locale, une par une, vers l'autre côté. C'est ça la propagation par effets locaux et aléatoires dans un phénomène de diffusion. Dans ce cas-là, on a la complexité. Donc il n'y a aucun fin, c'est un phénomène local et aléatoire. Les particules abstraites de la biomasse diffusent par interaction locale et aléatoire, dans le sens opposé, propagent la symétrie donnée par le mur originaire. Il s'agit de relire
grâce à ce qui est la notion de diffusion en général, des diffusions asymétriques, ce qui a fait comme mise ensemble d'un regard empirique Gould dans son travail. Donc il n'y a pas de finalisme, il y a propagation aléatoire. Évidemment, dans la propagation aléatoire, il y a beaucoup de particules qui vont aller contre le mur, qui reviennent en arrière, rien de mal. Quand les tétrapodes passent dans la mer et perdent les jambes, ils deviennent plus simples. On peut dire qu'ils sont plus simples. Il y a des inversions qui se font tout le temps, et certainement on peut en compter d'autres. Mais en moyenne, et comment on qualifie ces particules qui cognent dans un gaz et propagent la symétrie par interaction locale, la symétrie globale, et donnent la symétrie globale par des interactions aléatoires locales. Chez le vivant, on peut dire que localement, ce qui se passe, c'est que quand il y a la mutation aléatoire ou les effets aléatoires de l'interaction dans l'écosystème, puisque les mutations ne suffisent pas à donner la dérive phylogénétique, parfois, ils trouvent la niche écologique déjà occupée. C'est ça, la niche écologique du plus simple déjà occupée. C'est ça la symétrie qui est propagée. Et le mur qui a donné cet effet originaire de la symétrie, la naissance des bactéries, la formation de premières bactéries, que de façon aléatoire cognent contre des niches occupées. Parfois, elles ne sont pas occupées, donc elles se simplifient, mais en moyenne, elles se complexifient. Toujours en gardant une très grande densité près du mur. Près du mur, il y a la densité maximale. L'intégrale donne l'effet que la biomasse des bactéries est nettement dominante. Hein. Et voilà le dessin très joli implémenté par un thésard qui vient en travail avec moi. C'est très joli pourquoi? Puisqu'en intégrant les temps, on voit ce que Gould ne savait pas voir. Tout d'abord, sans qu'on l'ait fait exprès, on avait écrit cette équation. Qu'est-ce qu'il y a au début? Une explosion. L'explosion exponentielle des bactéries, qui est tout à fait vraie. Hein, c'est ce qui s'est produit. Au début, les bactéries, quand elles se sont formées, elles étaient seules, il n'y avait pas d'obstacle, disons, biologique, elles sont proliférées de façon exponentielle. Vous comprenez que dans la mitose, on double. On multiplie par 2. Hein. Donc, au début, paf, il y a eu une explosion bactérienne. Puis, elles ont commencé à se complexifier. La membrane qui s'est différenciée, cycle métabolique plus complexe, et il y a une forme de concurrence, de compétition évolutive. Elles ont baissé en nombre. Elles ont continué à se complexifier, cellules eucaryotes, et multicellulaires, etc. Et ça, c'est le temps présent. C'est-à-dire ici, sur le temps, vous avez 4 milliards d'années environ, hein, donc c'est très synthétique. Et ici, à gauche, sur la complexité, vous avez de la bactérie à l'homme. Pourquoi à l'homme? Puisqu'avec ces critères, différenciation tessitulaire, les mammifères en ont énormément, les complexifications, structures fractales, etc., les mammifères aussi. Les réseaux cerveau, qu'on va vous tomber sur les mammifères, les primates, et nous avons 3 fois le poids et beaucoup plus de connexions. Donc si vous comptez dans un réseau le nœud, les connexions dendritiques, il n'y a rien à faire. Le cerveau humain, il arrive que c'est lui qui a les nombres. Il n'y a rien de... Je ne dis pas pour ça, nous sommes mieux. Les bactéries sont mieux de tous, puisqu'ils sont encore là, se différencient de façon formidable, ils dominent du point de vue du poids, ils vont marquer le futur de l'humanité, par exemple, par la façon dans laquelle elles vont réagir au réchauffement. Hein, c'est connu que selon comment elles vont réagir, si elles aiment bien, elles vont augmenter le réchauffement. Nous, on est fichus. Si, au contraire, le contraste, on ne sait pas ce qu'elles vont faire. Si le contraste, surtout le plancton, elles vont nous aider, mais ça, on ne sait pas. Donc, ce sont ces bactéries qui dominent. Hein, et on n'est pas mieux il y a des nombres, toutefois, on dit les réseaux, mais même chez les mammifères, il y a des différences. L'éléphant a un cerveau aussi grand que le nôtre, mais beaucoup moins de conditions dendrites. Donc, si vous comptez les ramifications, c'est plus complexe. Une complexification tout à fait aléatoire. Nous sommes une complexification aléatoire des bactéries. Rien d'autre que ça. Il n'y a aucun finalisme. C'est cette asymétrie qui s'est propagée des bactéries jusqu'à ces nombres plus complexes. Mais encore une fois, il faut évidemment ajouter toute une série d'éléments à ces trois composantes qualitatives de la complexité. Cette courbe est très qualitative. En plus, il y a quelque chose qui manque ici, comme chez Gould,
quelque chose auquel Gould tient beaucoup. Enfin, il en est l'inventeur, ce qui s'appelle l'évolution ponctuée. Elle n'est pas lisse. Elle est lisse puisqu'on la voit à grande distance. Et ici, on a le regard de Jupiter, quoi. On est très éloigné. J'ai mis 4 milliards d'années dans ce petit espace. Et ici, il y a de la batterie à l'homme. Et un regard très éloigné qui lisse la courbe. Mais il y a les grandes extinctions, les grandes explosions de la vie, sur lesquelles Gould insiste beaucoup, surtout si vous lisez La vie merveilleuse, qui est un remarquable document. Mais, disons, à cette distance, elles sont lissées. Aussi, puisque ces grandes extinctions concernent massivement les vivants sur la Terre, dans l'air, beaucoup moins, par exemple, dans la mer, où il y a une énorme quantité de biomasse, hein, ou même en dessous de la mer. Pensez que, par exemple, on a trouvé des batteries en creusant des carottes pour chercher le pétrole à 2000 mètres dans le sous-sol, sous 8000 mètres de mer. Hein. Donc, et elles sont là, elles sont beaucoup, elles sont très heureuses, peut-être là-bas. Enfin, elles sont partout, en quantité énorme. Et là, évidemment, il y a une grande stabilité, en principe. Quel changement théorique il y a là-dedans par rapport à la physique, j'insiste encore une fois, c'est le remplacer quelque chose qui est corrélé au temps, qui est vraiment l'opérateur, cette production d'entropie corrélée à tous les processus irréversibles. Et puis on a remplacé le moment, l'impulsion de la physique par la biomasse. Il y a une analogie dimensionnelle, ils interviennent les deux au carré, dans l'expression, dans un cas de l'énergie, dans l'autre de l'opérateur temps ou production d'entropie. Et comme Schrödinger, la variation d'entropie est associée à l'énergie physique par un opérateur différentiel. Le temps, c'est justement donné par cette conjugaison entre variation d'entropie et temps. La biomasse est associée par sa conjugaison à la Gould, à la diffusion, à la complexité, à l'anti-entropie, à la complexité biologique. Et l'anti-entropie, donc, va remplacer l'espace. La diffusion se fait sur l'anti-entropie, dans la raison de cette équation de diffusion, et le dessin que vous avez vu. Donc, ce qui compte ici, c'est de voir quel type de rapport je suis en train de proposer entre des théorisations physiques, des cadres possibles pour certains éléments d'une biologie des systèmes, hein, biologie de l'organisme, biologie de l'évolution. Évidemment, c'est des éléments très partiels, un regard de Jupiter dans le cas de l'évolution, juste très éloigné, mais qui justifie, et surtout là-dedans, le fait qu'on puisse vraiment traiter complexification et temps d'une façon, disons, objective. Il n'y a que l'aléatoire des diffusions par interaction locale qui donne l'effet des complexifications, aucun finalisme. Donc c'est vraiment comme une diffusion d'un gaz du point de vue de la propagation d'une asymétrie originaire par des marches aléatoires que Gould dessine très bien, vous vous souvenez, avec ces deux dessins, l'évolution biaisée avec de l'aléatoire, mais biaisée, et l'évolution avec seulement de l'aléatoire, mais une diffusion asymétrique. Et ce que j'essayais de vous raconter, c'est comment on puisse reconstituer ces cadres en prenant des idées de la physique, mais pas en transfert tel quel, ni en réduction, pas du tout, il ne s'agit sûrement pas d'une réduction à la physique, en changeant des observables, les paramètres, en regardant les temps d'une façon très différente par rapport à la physique. C'est temps constitutif du vivant qui est une composante fort originale de la formation de l'évolution et de l'embryogenèse. Alors maintenant, je vais lancer une autre idée, toujours dans le but surtout de souligner comment on puisse penser le vivant par ces extensions théoriques qui évidemment ont derrière les phénomènes physiques, qui sont sous-jacents évidemment à tout ça, mais quand il y a l'observable propre au vivant, on puisse l'échanger par des dualités conceptuelles, et parfois en prenant
en prenant ci et là des idées de méthode. Hein, c'est ce qui compte pour moi, des idées de méthode empruntées de la physique. Maintenant, je vais balancer dans un certain sens une sorte de conjecture laquelle j'espère pouvoir travailler, mais toujours dans le but de mettre en évidence ce jeu des dualités entre physique et biologie qui peut être inspirateur, au moins pour certains aspects globaux de l'analyse du vivant. Vous voyez, je l'ai déjà mentionné, un aspect crucial, le tournant le plus important de la relativité, c'est l'idée que la construction d'objectivité commence quand il y a le choix du système des références et des mesures, et puisque la pluralité des systèmes de référence permet de saisir le rôle des invariants. C'est une variante en théorie. Hein. Il y a des grands théorèmes qui ont vraiment donné un cadre mathématique à la construction d'Einstein. Ce sont les théorèmes de Noether, en ce sens, qui analysent les grandes propriétés de conservation en physique par des symétries dans les équations et les résultats de ces symétries, par exemple par les translations temporelles, symétrie de translation dans le temps, ce sont des invariants. Dans le cas de la symétrie de translation temporelle, c'est l'énergie, la conservation de l'énergie. Et donc l'effet qu'il n'y ait pas une origine du temps comme chez Newton, dans l'espace-temps newtonien, il y a une origine absolue de l'espace-temps, c'est essentiel, hein. C'est pas secondaire, c'est vraiment au cœur de la conception relativiste, l'absence de l'origine du temps. Et, par exemple, pour avoir les Big Bang, pour le rendre compatible avec la relativité, il faut penser que le temps vers le Big Bang va comme ça, de façon asymptotique. Or, en biologie, la situation est un peu différente, puisque d'une façon ou de l'autre, il y a une origine du temps d'un organisme, la première mitose de la cellule fécondée, on peut dire, hein, ou l'origine de l'évolution. Quelque part, il y a 4 milliards d'années, il y a une origine du temps qui existe. Donc il y a une borne inférieure au temps, tout à fait raisonnable de se la donner dans un cadre théorique comme celui qu'on a fait. Il y a une origine du temps dans ce cadre. Hein. Et aussi, ça se pose, j'insiste, au niveau de l'ontogénèse. Mais c'est ça, les invariants propres ne sont pas les mêmes, on ne peut pas les analyser de la même façon. Mais toutefois, on peut faire des tentatives, des analogies qui suggèrent des pistes pour ce cadre de théorisation biologique globale. Il y a un très beau théorème de Pauli, corrélé aux équations de Schrödinger, et qui démontre la chose suivante, le fait que l'opérateur énergie est une borne inférieure, et ça c'est dû à la constante h de Planck, implique que le temps est un paramètre. Donc cette organisation que Schrödinger a proposée, ce départage entre l'énergie opérateur et le temps paramètre, est précisée par le théorème de Pauli qui dit, une fois que vous avez mis l'énergie comme opérateur, une fois qu'il y a une borne inférieure, je dérive que nécessairement le temps n'est pas un opérateur, est en fait un paramètre. Hein. Et ce paramètre, encore une fois, qui n'a pas une origine, est essentiel dans le cadre physique du XXe siècle, je dirais. Mais quand on dit que le temps en biologie, au contraire, soit qu'on fasse une théorie de l'évolution ou la théorie d'un organisme, hein, la théorie pour les organismes, c'est comme dire qu'il y a une borne inférieure au temps. Alors, par exemple, une chose à faire, mais c'est pas évident, il faut se donner les cadres mathématiques, il y a un travail pas banal, c'est de démontrer que quand il y a dans ces cadres théoriques de la biologie les temps comme opérateurs, et s'il est comme il est, borné inférieurement, il y a une origine, alors l'énergie doit être un paramètre. Celle-ci serait une justification théorique générale de ce rôle pervasif, on trouve partout, de ces lois de scaling qui prennent comme argument, comme paramètre, la biomasse, c'est-à-dire l'énergie. Hein. Les lois de scaling auraient dans cette dualité, par rapport à ce qui se passe en physique, une justification théorique. On pourrait, par un principe général, justifier ces mesures empiriques qui sont faites partout. Et c'est vraiment
disons, un type de travail qu'il faut faire en biologie, puisqu'il y a une richesse empirique extraordinaire. On mesure des choses avec aussi un talent d'observation, une finesse d'empiricité remarquable. Mais ce qui manque, ce sont justement ces cadres de justification théorique qui, au contraire, ont été au cœur de la construction de la physique théorique au XXe siècle. Donc, en résumé, je vous ai dit que un peu l'ambition de ce cadre de construction théorique est celui de se donner des extensions où les nouveaux observables, les nouveaux paramètres ajoutés sont gérés par des dualités conceptuelles comme celles que je viens de dire, qui ne se contraposent pas toutefois à des core theories, des théories de base qui sont des types physiques, encore une fois, puisque le vivant vit dans un monde où il y a des objets physiques qui suivent les géodésiques physiques, des cadres classiques, relativistes ou quantiques. Donc on est immergé là-dedans. Donc les core theories sont des théories physiques, évidemment qui s'enrichissent tout le temps, elles ne sont pas stables, s'unifient parfois, se parlent, mais on est dans ces cas théoriques. Il s'agit de voir comment traiter ces extensions propres aux phénoménalité du vivant. Peut-être je peux vous donner aussi quelques pistes de la... encore d'abord, cette leçon très belle qui nous vient de la physique quantique sur laquelle j'ai plusieurs fois, et physique relativiste, j'ai plusieurs fois insisté, c'est le fait que il y a ces rôles relativisants de la construction sur la base du choix des systèmes de référence et mesure, et à laquelle s'ajoute l'ultérieure relativisation quantique, qu'on a un peu vu en parlant de EPR, donc de l'incomplétude selon Einstein, c'est-à-dire on choisit le système même de référence, la base par les choix de la mesure. Donc c'est l'observation quantique qui, pour le quantum, donne aussi la base dans un espace abstrait, évidemment, dans l'espace de Hilbert. Et quand on passe à la biologie, qu'est-ce que ça suggère? Donc que le choix qui serait du système de référence à la mesure et les choix des bonnes observables, hein, qui ne sont pas les mêmes, de la physique. Il y a cette notion d'organisation, de complexité qui est dominante et qui est au cœur de l'analyse biologique, à laquelle on ne peut pas se passer. Il y a un aléatoire qui est propre et très nouveau par rapport à celui des théories physiques. J'en ai déjà parlé en physique classique, système dynamique, physique quantique même. L'espace des possibles est donné de quelque façon à l'avance, même si à l'intérieur, le choix des possibles peut être fortement aléatoire. C'est cet espace des possibles phénotypiques qui n'est pas donné à l'avance. Des espaces possibles, on ne peut vraiment pas le dire. Et puis des dualités comme celle que j'ai mentionnée sur énergie-temps par rapport à entropie-temps, et peut-être même sous ces histoires de bornes inférieures du temps ou de la production d'entropie qui imposerait le rôle de l'énergie comme paramètre. Là, vous trouvez ces tests. Mais non, je voudrais conclure en vous disant comme aussi le temps, il faut l'étendre chez le vivant. J'ai mis Sant'Agostin en italien, mais en effet, c'était du latin, puisque c'est le IVe siècle. Bon. Qu'est-ce que c'est le temps? Si personne ne me le demande, je le sais bien. Mais si je dois en donner une explication qui me le demande, je ne sais pas. Et il y a des très belles remarques dans les confessions sur le rôle de la mémoire même dans l'intuition mathématique, le rôle des rythmes. Hein. Les temps, c'est la comparaison des rythmes musicaux. C'est de dire, cette note est courte, cette autre est longue, ça me donne la mesure du temps. Hein. Et c'est une exploration. Et ce qui est intéressant, qu'il est un des grands derniers classiques. C'est un livre de religion, mais le questionnement est scientifique. Hein, c'est formidable. Seulement, il s'adresse à Dieu. Il paraît prendre Dieu par le cou et lui dire « fais-moi comprendre ». Mais il veut comprendre des choses avec une curiosité qui est encore classique, qui ne sera pas revitalisée pendant 1000 ans, une curiosité scientifique. Hein.
je vais donner une spatialisation du temps biologique maintenant, je vais vous proposer cela. Vous voyez, il y a tout le temps une géométrisation du temps, on le fait en physique. La façon la plus canonique, c'est de dire les temps sur une droite réelle à la Cantor. C'est une spatialisation. On met les temps dans l'espace, un espace qui est une ligne. Okay? Et ce temps est orienté. Dès qu'il y a irréversibilité, il y a une flèche du temps. Hein? Donc sur les réels à la Cantor, typiquement, on met une flèche pour dire le temps de la thermodynamique, par exemple, est irréversible. Ça pose des problèmes. Hermann Weyl, Das Continuum, un très beau livre que j'ai déjà cité, pour vous que vous le lisez proprement dans une bonne traduction. Il faut dire que la plus belle est celle faite par une mathématicienne allemande qui vit en Italie. C'est une tradition absolument formidable. Et puisque sinon, il y a des bavures graves, si et là. Et Hermann Weyl, il n'est pas satisfait. Il dit d'accord, on fait cette géométrisation du temps sur la ligne de Cantor, mais c'est quoi ce point qui n'est déjà plus là, ce présent ponctuel qui n'est plus là dès qu'on le mentionne, il est déjà passé. Il reprend vraiment des remarques de Saint Augustin sans le citer, mais c'est tout à fait pareil, ce temps du présent qui est déjà passé, et le temps du futur qui est une attente. Le passé, c'est dans la mémoire, et le temps présent, c'est déjà dans l'attente du futur. Disons, il y a ce qui s'est rappelé un spacious present, un intervalle du présent qui n'est jamais ponctuel. Et donc, dit Hermann Weyl, cette représentation d'une droite constituée de points n'est pas satisfaisante pour l'analyse du temps. Mais il dit, on n'a pas de mieux, hein, donc on le spatialise comme ça. Mais il y a aussi de représentations dimensionnelles qui associent en espace-temps, c'est l'espace de Minkowski, où vous avez le cône des interactions relativistes et où le temps est enrichi dans un certain sens. On a besoin de deux dimensions pour mieux dire ce qui se passe dans le temps en relativité. Il y a une autre représentation très audacieuse du temps chez Feynman, bidimensionnelle aussi, relayée à cette histoire de l'antimatière. Et quand il y a création de l'antiparticule, il y a, pour garder une symétrie qui s'appelle TCP, inversion du temps. Là aussi, c'est l'audace théorique d'un grand bonhomme. Il se dit, pour moi, les symétries sont prioritaires, préserver les symétries, c'est au cœur de mon cadre théorique, donc il y a une symétrie qui est le produit du temps, de la charge et de la parité. Ça doit se maintenir, ces produits. Donc, quand la charge change de signe et la parité ne change pas, il faut que le temps change de signe. Donc, il dit, quand il y a question d'antiparticules, par des fractions infinitésimales du temps, il y a un renversement local du temps, tant que l'antiparticule rencontre, ce qui arrive tout de suite, une particule, et donc il y a l'inversion. Et ça, c'est la rencontre, le temps reprend sa direction. Face au fait, comme disait Saint Augustin, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le temps, je fais une analyse physique où je donne un a priori qui est la préservation de symétrie. La construction du temps va suivre. Hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire en biologie? J'insiste encore une fois, en physique, il y a des observables cruciaux, des paramètres qui ont un rôle porteur de tous les cas théoriques, l'énergie, ces histoires des invariants, donc les géodésiques, ces grands principes de conservation, et plus des grandes constantes gravitationnelles, la vitesse de la lumière, le h de Planck, qui sont dimensionnelles. Hein, donc ils auront l'accélération, la vitesse, h c'est une action, donc c'est une énergie qui multiplie le temps, ils ont une dimension, et les grandes théories physiques se sont articulées autour, par exemple, ces trois constantes. Et dans ces cas, au moins pour Aristote, Newton, le temps est un épiphénomène du mouvement. Hein. Donc il y a le mouvement et c'est la montre, ou plutôt c'est le mouvement du Soleil autour de la Terre pour Aristote qui donne le temps, quoi.
Donc le temps, ça vient après. Ce paramètre est certainement important, mais disons, parfois dans plusieurs théories, même réversibles, hein, et je ne sais pas si on peut appeler temps, quelque chose qui est réversible. Tandis qu'en biologie, l'organisation est cet observable à analyser, qui est l'enjeu auquel regarde Darwin, hein, comment ça se fait l'organisation de la vie, et auquel tout biologiste qui ne se concentre pas seulement sur l'alphabet moléculaire, mais aussi sur l'organisme vivant doit faire très attention, l'organisation et le temps. Hein. Mais ce temps est peut-être à considérer plus riche chez les biologiques, puisqu'il y a d'un côté ce temps thermodynamique de la physique absolument essentiel, puisque nous produisons de l'énergie, consommons de l'énergie tout le temps, donc il y a un temps thermodynamique, dans lequel ont un grand rôle pour le vivant des rythmes externes, hein, les rythmes du soleil. C'est crucial, nous avons ces rythmes circadiens qui est régulé, imposé par le soleil, hein, ce qui vous donne des problèmes quand vous avez le jet lag, hein, et qui est intégré dans l'organisme, mais dicté par un temps physique, par un rythme physique. Les plantes sont entièrement régulées par ça, hein, les saisons, le jour, la nuit et les saisons, elles sont massivement régulées dans leurs activités. Nous avons, par contre, nous les animaux, nous avons une certaine autonomie. Il y a ces rythmes, les battements cardiaques, les respirations, qui ont une relative autonomie par rapport au rythme physique. Dans le sens, il peut y avoir un ralentissement de la respiration, de battement cardiaque quand on dort, mais ça continue. Si on ne dort pas, même la nuit, fonctionne de la même façon. Donc, les animaux se sont donné des rythmes autonomes, et certainement imposés à l'origine par les grands rythmes physiques sur la Terre, mais après, ils se sont autonomisés, dans le sens que le battement cardiaque, la respiration, continue indépendamment si c'est jour ou nuit, ou des effets de prolongement, extension de la journée ou de la nuit. Et sur ces histoires des rythmes, il y a des idées depuis longtemps qui viennent, partent, reviennent, puisque l'évidence empirique est complexe à déterminer, le fait que ce sont des grands invariants. C'est-à-dire, d'une part, donc, il y a les rythmes externes, et ça mesure en fréquence. Hein, les rythmes externes, jour et nuit, l'année qui passe, ce sont les rythmes physiques qui, encore une fois, vraiment nous tombent sur la tête, ont façonné le vivant. Mais puis, quand ces rythmes internes se mettent en place, ils ont cette autonomie qui les fait voir par pas mal de gens comme des nombres purs et des invariants. Des rares invariants chez le vivant. Dans le sens que le nombre de battements cardiaques de respiration étant un nombre constant, par exemple chez tous les mammifères, au-delà des espèces, le battement cardiaque, là, B, c'est le nombre de battements cardiaques total, et l'autre, c'est les respirations, et sont les mêmes chez la souris ou l'éléphant, hein, grosso modo, simplement, puisque l'éléphant vit environ 50 fois plus qu'une souris, évidemment, il a un rythme cardiaque qui est un 50e, c'est-à-dire le cœur d'une souris bat 50 fois, pendant qu'un éléphant bat une seule fois, et l'éléphant vit 50 fois plus qu'une souris, environ. Ce sont des valeurs moyennes, en moyenne, puis il y a celui qui meurt avant ou pas, enfin, en moyenne, c'est ça. Et c'est les espèces sauvages. Nous avons pris certains animaux, y compris nous-mêmes, on a tiré le coup à l'allongement de la vie. Disons, notre vie moyenne devait être environ 35 ans. Hein. Ça, c'est du point de vue biologique, évolutif. On est fait pour 35 à 40 ans au grand maximum. Puis, on a été capable, en construisant des écosystèmes spéciaux, de prolonger dans les derniers 1000 ans. C'est un phénomène récent. On a doublé la longueur naturelle, entre guillemets. Naturelle, puisque c'est ça qui a été pendant des millions d'années, hein, la vie. Et ces nombres purs sont ceux qui sont donnés par les scaling laws, les lois d'échelle, où W, c'est le poids. Grosso modo, le temps de vie scale comme la puissance en quart de la biomasse. Encore une fois, pour les animaux sauvages, puisque quand ils sont domestiqués, les chiens et les chats, on prolonge la vie de façon artificielle, ou d'autres animaux, on les tue pour les manger très tôt, donc ils n'ont pas une durée naturelle de vie. Mais donc, essayons de faire mathématique de tout ça.
Et alors, il nous faut deux dimensions temporelles. Une, c'est le temps thermodynamique, donc un axe horizontal. Puis, il faut ajouter une dimension propre au rythme. Mais puisque c'est des rythmes, c'est comme un horloge, donc ça va être circulaire. Il faut le mettre sur une dimension compacifiée, comme on dit. Voilà, donc c'est ça le temps que je vous propose. Il y a un temps ici sur l'horizontale, qui est le temps physique thermodynamique, et puis une nouvelle dimension compacifiée, puisque ce sera là qu'on va mettre les rythmes, qui sont des périodes. Mais il y a aussi les rythmes externes. Alors voilà ce que, dans un article, un cours de publication, on a proposé comme cadre temporel, bidimensionnel. La variété est bidimensionnelle, mais on la voit seulement s'y plonger dans les trois dimensions. Qu'est-ce que c'est ça? C'est mon cylindre auparavant, et autour du cylindre, les cercles... Les cercles corrélés sont les différents rythmes, disons en rouge, respiratoire, en bleu, cardiaque, par exemple, qui s'enroulent autour du cylindre. Mais ce cylindre est déformé par les rythmes physiques. Par exemple, ici, on pourrait dire la journée. Hein. La journée qui donne un rythme à l'allure du temps. Hein, l'allure du temps. Donc, ça, c'est le serpent, disons, pour la présentation géométrique du temps biologique, qui tiennent compte de ces rythmes avec leur autonomie par rapport au temps physique. Je vais vous donner des applications. Il y a tout un tas de détails techniques dont je me passe. Il faut renormaliser, c'est-à-dire maintenant un rythme, par exemple un battement cardiaque, au lieu d'être tout en tour, pour simplicité de représentation, on va mettre beaucoup de battements pour chaque tour. Et puis pour représenter une dynamique de façon statique, ce que je vais faire, c'est que quand il y a ralentissement du battement cardiaque, par exemple la nuit, les cœurs battent plus lentement, on respire aussi moins fréquemment, et le cylindre s'élargit. Donc, le ralentissement, au lieu d'être donné par une vision qu'on ne peut pas donner, une dynamique, la spirale autour du cylindre qui ralentit, c'est comme si le cylindre s'élargissait. Ça a le même effet, d'accord? Le ralentissement, mais sur un cercle, il y a beaucoup de battements qui sont représentés ici. Il y en a au moins une dizaine. Donc, alors ce qu'on a fait, on a pris des bases de données sur les rythmes cardiaques, hein, ça sur 2 jours. Vous voyez, il y a le jour, c'est la partie plus étroite du cylindre. Chacune de ces protubérances, c'est un battement, et pendant le jour, ça s'accélère. Ça, c'est le ralentissement la nuit. Et puis ça s'accélère à nouveau. Ça, donc c'est une situation d'un individu normal. La représentation tridimensionnelle des battements donne cette image où il y a un temps thermodynamique, enfin des temps physiques normaux, et puis l'enroulement des rythmes selon des vitesses qui seront représentées par le rétrécissement ou pas. Ça, c'est le jour par rapport à la nuit. La partie centrale... oui, ça c'est la situation plus ou moins régulière. La nuit, on y met 200 battements par cercle. Ça, les jours, il y a une accélération. Ah, pardon, je vous ai dit le contraire. Évidemment, quand il y a accélération, c'est alors qu'il s'élargit. Donc ici, c'est le jour. Les ralentissements, ça se fait par rétrécissement du diamètre du cylindre. C'est évidemment le contraire, puisque, disons, quand on va plus vite, on peut faire un cercle plus large dans le même temps. Hein. Donc, c'est le contraire. Ici, c'est la nuit, un ralentissement du battement cardiaque. Ici, tout ça, c'est pendant le jour. Ça, c'est la partie centrale du sommeil le plus profond de la nuit. On a pris des données, donc on les a mises dans... Helmholtz surtout a fait la partie implantation. Et on voit différemment le déroulement d'un épisode biologique, hein, donc le battement cardiaque dans les 2 dimensions. Une application de cette idée d'extension théorique.
Ici, on a pris trois quarts de mort subite. Vous voyez, le premier cas, c'est une situation normale, avec la nuit sur ralentissement, puis à nouveau l'accélération un jour, avec toutes les régularités typiques d'un battement cardiaque sain. Ici, c'est une femme qui a un pacemaker qui force une régularité incroyable. Regardez la différence, ça c'est très régulier. Et puis il a un épisode grave, il y a des fibrillations, c'est un peu la pagaille, le pacemaker n'y arrive pas, puis le pacemaker à nouveau arrive à calmer la situation, à nouveau situation de type chaotique, régulier, chaotique, et puis la mort. Et ici, c'est quelqu'un qui a une situation de fibrillation tout le temps. Et enfin, quelqu'un où la régularité mène à la mort, puisqu'il faut qu'il y ait des irrégularités. Regardez, ici, il y en a trop, et puis tout d'un coup, ça devient trop régulier, excessivement régulier, au point que, justement, c'est la mort. Voilà, ça, c'est pour un exemple avec ces applications visuelles d'un cadre pathologique où l'ajout d'une dimension permet de voir mieux. Quand on voit la base de données, on a seulement une représentation bidimensionnelle d'une dimension temporelle, et c'est simplement moins efficace. Nous ne pensions pas d'avoir ce genre d'application, qui ont été intéressés déjà des collègues qui s'occupent des rythmes cérébraux. Nous pensions à cette histoire de représenter le temps comme certains physiciens ont l'audace sur des dimensions. Nous le faisons avec d'autres motivations, celle d'avoir une dimension pour mettre les rythmes. Voilà, Jean Champagnat a développé des analyses, indépendamment de nous, de rythmes cérébraux, mais enfin, ça a été une belle interaction pour comprendre le rôle de ces représentations. Je vais terminer par une réflexion philosophique sur ce que j'ai essayé de faire. Vous avez vu comme les grands efforts absolument originaux de fondement des mathématiques est démarré avec cette recherche des certitudes après une époque de bouleversement, les géométries non euclidiennes, le foisonnement d'une mathématique pas toujours très rigoureuse. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a notre tâche, c'est cette histoire d'une critique des principes. Ce que j'ai essayé de faire, je me suis dit, bon, il y a certains principes pour la physique, qu'est-ce qu'on garde, comment on s'éloigne, comment on en prend plutôt de principes duaux pour saisir le vivant, tout en traitant des extensions. L'important, c'est de faire un pas de côté des principes. C'est que je trouve une limite à des applications qui sont des applications de transfert, c'est qu'on oublie qu'en transférant des méthodes d'une discipline à l'autre, on transfère des principes, parfois de façon métaphorique implicite, qui écrasent l'autonomie de l'autre niveau phénoménal auquel on s'adresse. Et ça, je pense, c'est un enseignement qu'il faut toujours avoir à la tête quand on fait un travail interdisciplinaire. OK, bon, ça c'est les références. Dont l'antientropie, c'est le dernier article. Enfin, ce sont toutes des choses téléchargeables de ma page web. OK, bon, merci beaucoup. Oui, je vois il y avait... Oui, c'est à propos du temps. Vous nous dites que vous le définissez comme un opérateur. Donc c'est un peu comme un principe d'organisation, c'est pas ce que j'ai compris. Mais formellement, techniquement, je ne comprends pas où il intervient. Vous nous avez projeté une équation de diffusion où le temps est un paramètre. Disons là, il a un double rôle, c'est-à-dire le temps, et là c'est le temps physique qui est un paramètre. Et il y a le temps biologique qui est la mise en place d'organisation et qui est synthétisé et représenté par la production d'entropie en tant qu'associé à tous les phénomènes irréversibles. Ce qu'on avait, c'est le sigma, qui est le vrai temps biologique. Le sigma, c'est la production d'entropie associée à tous les processus irréversibles, donc d'un côté la production d'entropie, de l'autre la mise en place d'organisation. C'est ça ce que j'entends par temps biologique, ou plutôt ce qui représente le temps irréversible du vivant. Et puis, il y a le paramètre du temps physique. Celui, je disais, les 4 milliards d'années de la Terre. Il y a les deux aspects du temps, le temps physique et le temps biologique, représentés, disons, le signe, la manifestation est dans le sigma, qui est l'opérateur
Est-ce que formellement vous définissez un opérateur temps qui intervient dans oui, vos... j'étais pas assez clair, vous avez raison. Il y a deux notions de temps là-dedans. Une est celui physique, qui est sous-jacent, comme maintenant, et l'autre, comme ici on s'est focalisé sur une deuxième dimension du temps qui est propre au rythme, là on s'est focalisé sur un temps biologique évolutif et aussi dans l'embryogenèse. On a analysé ça dans notre article pour la C. elegans, dans l'embryogenèse où c'est le temps de la mise en place de l'organisation, représenté par les sigma qui est la synthèse de tous les phénomènes irréversibles, puisque justement l'irréversibilité du temps biologique est due au phénomène thermodynamique, évidemment, et à la mise en place d'organisation, qui ajoute l'irréversibilité. Les sigma résument tout ça, et c'est le temps proprement biologique. Et c'est là qu'il est un opérateur. Merci. Est-ce que je peux poser une deuxième question, c'est possible? Oui. C'est justement par rapport à cette équation de diffusion. Je veux dire, vous la dérivez à partir de contraintes, je suppose. Il y a des idées qui font que vous pouvez relier de cette façon la biomasse et la complexité. Mais quelles sont les idées de ces contraintes? D'où ça vient? Oui, effectivement, là, j'étais très rapide. Oui. Et ça dérive d'une équation de bilan énergétique ou métabolique où nous avons ajouté, ce qui est normal, ce sont des équations pertinentes à l'énergie libre des Gibbs, nous avons étendu les équations avec ce nouvel observable qui est l'antientropie. Cela nous donnait ces résidus communs à tous les processus irréversibles, qui est le sigma, qui apparaissait là, et qui est exprimé comme une fonction du carré de la biomasse. Enfin, il y a tout un parcours mathématique que je n'ai pas pu mentionner et qui est dans l'article. Sur vos articles, oui, d'accord. Bon. Une dernière, c'est possible, qualitative. À la fin, donc, vous nous parlez vous donnez des représentations du temps, des cylindres, et où vous incorporez donc la notion de rythme à celle de temps thermodynamique, enfin linéaire, quoi. Mais il ne s'agit pas de rythme d'un organisme plutôt. Est-ce que le rythme peut être confondu avec le temps lui-même? Et non, c'est ça, ce sont des noms purs, c'est-à-dire ce n'est pas une fréquence. Comme par exemple la radioactivité, ça vous avez une fréquence d'émission, destruction d'un atome, vous savez, c'est l'inverse d'un temps, c'est une fréquence. Et c'est un horloge du temps. Tandis que là, ces rythmes sont des nombres purs, dans le sens, c'est le même pour, je disais, la souris ou l'éléphant. Et en utilisant ce nombre, qui est 1 milliard quelque, par exemple, pour le rythme cardiaque, vous dérivez une longueur du temps comme racine en quart de la biomasse. Donc, c'est un concept différent. C'est pas du tout une fréquence, justement, puisque les fréquences sont très différentes. La souris a une certaine fréquence, l'éléphant 50 fois plus lente. Les fréquences changent. C'est pas une fréquence, c'est un nombre. 1 milliard 200 millions, par exemple, le cas de battement cardiaque. C'est un concept différent. C'est pour ça qu'on a donné une dimension exprès, puisque c'est pas la dimension d'un temps ni de son inverse. Il y avait là Camille. Moi, c'est 2 questions aussi. La première, c'est vous mesurez dans le dernier modèle le rythme respiratoire et cardiaque. Vous avez pensé aussi qu'est-ce que vous penserez de l'utilisation de paramètres cognitifs sur l'activité cérébrale du patient dans cette perception? Disons, l'espace bidimensionnel, le cylindre de base, c'est un espace dans lequel mettre les différentes évolutions temporelles. C'est comme dire l'espace cartésien, c'est ça. Puis il y a toutes les trajectoires qu'on veut. Hein. On invente cet espace, c'est un système de référence. Ici, on se donne les 3 dimensions, on y met les trajectoires. Là, on s'est donné 2 dimensions et après, on y mettra tous les rythmes. Par exemple, il y a certainement des rythmes très importants dans le cerveau, corrélés à la respiration, en plus, mais aussi autonomes. Donc, il y avait cette représentation en différentes couleurs, que voilà, chacun de ces couleurs qui sont là sur le cylindre, c'est un rythme différent, hein, ça ne soit pas trop, mais on peut y accommoder. C'est un système de référence dans lequel construire insérer les différentes trajectoires temporelles. Ici, il n'y a que le temps. Bon, la deuxième, c'est plutôt une remarque sur laquelle je voulais savoir votre avis. Bon, vous avez parlé de comment on conditionne... enfin, il y a une certaine tendance à expliquer le vivant à travers des codes.
par exemple le code génétique, le ACTG, etc. Et bon, je pense à une analogie avec encore nos systèmes cognitifs. Il y a quand même des tendances à faire penser qu'un circuit neuronal particulier peut correspondre à un certain type d'idées ou de réactions. Et vous avez mis à un moment donné dans une slide le lien entre un gène peut induire plusieurs protéines et une protéine peut correspondre à plusieurs gènes. Et j'ai pensé à la comparaison entre un circuit neuronal peut correspondre à plusieurs concepts mais à la fois ces concepts peuvent être induits par d'autres circuits. Oui, ce que j'appelais polymorphisme et pléiotropie dans le cas de l'épissage alternatif et des autres aspects récents soulignés en biologie moléculaire, qui est devenu d'une très grande richesse aussi grâce à ces concepts, est appelé par Edelman dégénérescence. Non, on peut... En tout cas, c'est ça. Hein, et Edelman l'applique au cerveau. Hein. Le cerveau a toujours cette situation pour laquelle le même groupe réseau neuronal local ou quoi que ce soit est affectatif pour une grande variété de fonctions. Et vice-versa, une même fonction peut être réalisée dans des circuits, parfois même éloignés, avec un rôle de suppléance. Enfin, cette dégénérescence qui est d'un côté une dégénérescence fonctionnelle, une même structure peut avoir plusieurs fonctions, et aussi une dégénérescence structurelle. Une même fonction peut être réalisée sur des structures différentes, est un aspect de la plasticité du vivant, énorme plasticité du vivant, essentiel probablement à la survie, à la variété de l'action, c'est correct, ça arrive partout, disons, la dégénérescence, comme on l'appelle, est partout, et probablement surtout dans le cerveau, hein, cerveau assez overloading. Stanislav Dehaene dit fort justement, les neurones sont surchargés dans le sens qu'ils font plein de choses, même des choses pour lesquelles ils n'étaient pas censés. Évidemment, qui sont des ajouts, la culture symbolique nous fait utiliser des neurones qui étaient faits pour grimper sur les arbres, pour écrire des romans. C'est une autre chose. Oui, quand vous passez dans le fond de de la physique à la biologie, hein, pour simplifier. Hein. C'est un peu grossier ce que je dis parce que vous en avez dit beaucoup plus. Bon. Néanmoins, on retrouve le terme de biomasse. En physique, il y a quand même la masse aussi. Et la masse, c'est la quantité de matière. Alors, je voudrais trouver... ça rejoint un petit peu la question qui a été posée, là, un petit peu. Est-ce qu'il y a une sorte on peut pousser l'analogie vers la quantité d'organisation ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez regardé cet aspect-là? Ma deuxième question, c'est, vous avez dit, bon, dans le fond, il y a le temps classique, hein, on peut dire une flèche, hein, qui n'a pas d'origine. Alors, et puis, ensuite, vous nous avez parlé de Saint-Augustin et du temps qui est un continu de points. Hein, c'est toujours le drame. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, parce que dans vos analogies, vous avez regardé qu'à chaque instant, qui n'est pas le temps, à chaque instant, l'opérateur, lui, c'est un opérateur en quelque sorte de création du devenir de l'objet. Et ma troisième question, qui est reliée aux deux autres, y a-t-il l'équivalent de la quantification? Est-ce qu'il y a un quantum dans votre affaire, quand vous passez de la biologie? Un quantum, pas un quantum physique, hein, bien sûr. La quantification de la complicité et de l'organisation, c'était justement la tentative qu'on a faite. C'est-à-dire, inspiré par Gould, la biomasse, qui est une masse, hein, vraiment, c'est le poids. C'est le poids des batteries. Quand on dit que c'est 60% de la biomasse totale, 50-60% de la biomasse totale, c'est le poids. Et c'est distribué sur, justement, ce que nous avons essayé de proposer comme quantification très qualitative. C'est une quantification, mais on sait très bien qu'on a saisi quelques aspects qu'on considère importants, fortement incomplets,
de ce qui peut être une quantification de l'organisation. Et c'est ça qui croît. Hein. La biomasse distribue par une diffusion de type aléatoire mais asymétrique sur la quantité de complexité, sur l'organisation. Au sujet du temps, tout à fait, l'opérateur est constructeur de la nullité. C'est ça l'idée. La dynamique, c'est une dynamique d'un potentiel de variabilité. Hein, potentiel de variabilité. Donc, c'est une dynamique qui donne une variabilité permanente qui est potentiellement contenue, mais qui change, se modifie, puisque l'ADN change lui aussi. Il y a des contraintes très importantes, justement, pour poser au niveau moléculaire à un certain instant. On ne peut pas faire plus que les ADN possibles des espèces vivantes permettent, mais ça dépend de la quantité de temps qu'on se donne, puisqu'il y a un milliard d'années, il n'y avait aucune trace de l'ADN des bactéries il y a un milliard d'années de la forme du nez et de l'oreille, hein, disons. Donc, même l'ADN, si on se donne assez de temps, change de façon radicale, au point qu'à un certain moment, il y a eu les oreilles, hein, le nez, qui n'étaient pas là il y a un milliard d'années. Donc, les contraintes locales durent quelque temps, pas trop. La contrainte locale la plus importante, c'est l'ADN qui existe sur la surface de la Terre en ce moment, mais ce qui sera dans 1 million d'années, c'est très difficile à dire. On ne peut pas, c'est ça. Il y a une composante aléatoire de l'espace des possibles. Hein. C'est ça que s'ajoute à l'aléatoire physique. Un aléatoire propre du biologique. On ne peut pas faire la liste des possibles aujourd'hui, ce qu'ils font les physiciens quand ils parlent de l'aléatoire, de ce qu'il y aura dans 5 secondes. Et puis sur quantification, je ne pense pas, je l'ai déjà dit, que le monde soit continu et discret, il est ce qu'il est. On se donne des mathématiques différentes, des modèles, des intelligibilités du monde différentes, si on fait des maths du continu et du discret. Le discret n'est pas une approximation du continu, j'ai même mentionné le shadowing lemma pour dire que c'est plutôt le contraire. Et ce sont, encore une fois, des images du monde qu'on se donne avec des résultats remarquables dans les deux cas. Dans ce cadre que j'ai présenté, évidemment, le continu à dominer. C'est un choix de modélisation mathématique dû au fait qu'il y a un certain traitement du temps, de la biomasse, de la diffusion, mais disons, il n'y a aucun choix et aucun principe a priori pour lequel ce soit la seule approche possible. Il y a un mélange très fort. Certainement, je ne me contenterai pas d'un cadre purement discret, sinon pour la raison que ça devait être au moins les discrets très complexes et pas séparables de la physique quantique, puisqu'il y a un aléatoire de fond, l'aléatoire biologique, qui est le mélange de tous les aléatoires physiques que j'ai mentionnés, donc classique et quantique, plus cet aléatoire propre de l'interaction biologique sur lequel on n'a pas de théorisation. Pas de théorisation, puisqu'au moins, il faut savoir gérer en même temps l'aléatoire classique et quantique, puisque sûrement, il y a les deux. La rotation, il y a des composantes quantiques, sûrement, il y a l'interaction classique, il y a les deux formes d'aléatoire qui se superposent. Les deux théories physiques savent départager les deux niveaux phénoménaux, faire une très belle théorie de l'aléatoire classique, une très belle théorie de l'aléatoire quantique, mais quand les deux ont lieu en même temps, comme sûrement elle arrive chez le vivant, disons, on n'a pas de théorie. En plus, il y a ces interactions propres à l'écosystème, du biologique, avec cette dynamique de l'espace des phases lui-même, sur lesquelles on n'a pas une théorisation, mais il faut se poser le problème. On dit trop facilement aléatoire, quel type, hein, on ne sait pas. C'est un grand enjeu, celui de l'aléatoire biologique. Comment se transforme la théorie de Poincaré et peut-être Kolmogorov dans le cadre relativiste? Si j'ai bien compris, au moins dans cette présentation, disons, de Poincaré, l'idée de sensitivité de conditions initiales, ça quand même présuppose cadre, disons, newtonien classique, on regarde à la même temps que ce qu'il passe avec particules ici. Et si on n'a plus de temps, disons, comment, on n'a que le temps propre de chaque trajectoire. D'accord, ça doit être. Et j'ai quelques questions liées à ça. Et déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'origine de temps en physique. Je crois aussi, ça fait référence plutôt de cadre, disons, newtonien. Tant que cosmologie aujourd'hui, disons, c'est pas origine, mais question d'émergence d'espace-temps, c'est tout à fait bonne question scientifique.
et même théorie de Big Bang, bon, si ce n'est pas origine, au moins il y a cette idée d'émergence d'espace-temps. Et les dernières questions, le même genre, est-ce qu'on peut peut-être aussi appliquer l'idée espace-temps, trouver espace-temps en biologie plutôt que, disons, temps pur? Le point carré, la géométrie système dynamique est tout à fait compatible avec un cas relativiste. Disons, la relativité ne s'occupe pas de ces genres de problèmes, hein, ne s'occupe pas de dynamique non linéaire, mais on peut les transférer là-dedans. Les travaux d'Adamar vont dans un autre sens, dans le sens qu'ils considèrent des surfaces à courbure négative. Donc c'est le contraire de ce qui est intéressant en relativité. Ils transfèrent là-dedans, ils font une analyse de la sensibilité aux conditions initiales en termes modernes. Ce n'était pas la terminologie d'Adamar en 1900. Mais donc elle est transférable dans un cadre relativiste. Normalement, on ne se prononce pas sur ce cadre classique ou relativiste, puisque tout à fait compatible. La non-origine du temps est une chose essentielle au traitement relativiste, et la façon pour le rendre compatible, je l'avais mentionné, au Big Bang, c'est que le temps tende asymptotiquement vers le Big Bang. Ça, c'est la tentative, mais je sais que c'est très controversé, donc je ne saurais pas dire quel est l'enjeu vrai aujourd'hui de la discussion. Ce sont des cadres extrêmement complexes. En plus, évidemment, au moment du Big Bang, ce qui compte, c'est la fluctuation quantique. Et donc, puisqu'on n'a pas une unification du champ quantique relativiste, il y a plein de problèmes pour passer de l'un à l'autre. Au moment du Big Bang, encore une fois, ce sont des phénomènes quantiques, éminemment quantiques, comme le fait que le vide quantique est hautement énergétique, donc en fluctuation, donc Big Bang. Ça n'a rien à voir avec la relativité. Ils ont un problème de passage de l'un à l'autre. C'est connu. Ben voilà, je crois avoir répondu. Juste pour la première question, donc si on fait cette version relativiste, il s'agit quoi de complexité, disons, de géométrie d'espace-temps, oui, cet effet, c'est ça. Ok. Ben, merci beaucoup. Au revoir.